Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News sous un soleil radieux de printemps. Première petite annonce, on vous rappelle que l'AG de TV Bourdonnais aura lieu le mardi 20 à 20h, c'est pas bien difficile à se souvenir. On vous rappelle que vous êtes tous cordialement invités. Vous aimez faire la fête? Ce week-end, le carnaval d'Oruro aura lieu sous gare, à la maison du quartier. Si vous voulez en savoir plus, nous avons une petite affiche qui est au studio TV Bourdonnais. La kermesse de Sainte-Thérèse aura lieu les 27 et 28 avril. Des bénévoles passeront depuis le 19 mars pour venir récolter vos dons. Donc soyez ouverts, ouvrez-leur votre porte et vos cœurs. Revenons aux petites infos du quartier. Les kids sont partis en balade. Ils ont été visiter l'Opéra de Lausanne. Comme chaque semaine, les kids de la Bourdonnette sont en visite. Cette fois-ci, c'est au tour de l'Opéra de Lausanne qui sont allés ce mercredi 14 mars 2007. Alors les enfants, on est où ici? On est où? Opéra. D'accord. C'est un balcon tout en haut et c'est à 15 mètres de la scène. Plus on s'éloigne, plus le personnage se reflète. Mieux on va. Tous ces messieurs-là qui s'agissent, ils sont. Je travaille à l'Opéra de Lausanne depuis maintenant 5 ans. Je m'occupe spécialement des petits, des grands, du jeune public de 4 à 18 ans. Ça se déroule de la même manière, tu vois. C'est une toile qui mesure 14 mètres de haut. Appuyez-vous juste pas parce qu'on va rouler avec la maquette. Et voilà, ça pourrait être un décor peint sur cette toile aussi. Vous imaginez, regardez. Ça vous rappelle rien? C'est quoi? La grosse perche. C'est la grosse perche noire, sur laquelle on accroche plein de décors. Ça fait aussi quasiment 5 ans. Quand je suis arrivée, on m'a dit voilà, il faut développer ce service pour les enfants. Carte blanche, donc c'est génial. Et j'ai commencé à faire venir des classes, les mêmes profs reviennent. Donc ça fait près de 5 ans qu'il y a des classes qui défilent tous les jours. On passe d'un côté à l'autre sans s'écraser. Non, tu touches les grosses cordes. C'est ça. Allez-y, juste pour voir si vous arrivez sur le pied. On est en train de s'écraser partout. En règle générale, ça vous plaît quoi faire les Ouais, visites? c'est super. Ils sont vifs, ils sont curieux. C'est pas toujours, mais généralement ça fonctionne super bien. Des fois sur le même temps, comme ça il y en a une, regarde toi, t'as la partie gauche-droite, et ta copine elle a la partie haut et bas. Un trait de clown. Un machin. T'es pas loin avec ton string. Un machin. Un costume. Une culotte. Je vous explique. Forcément sous ma jupe j'aurais l'air un peu ridicule, vous êtes d'accord. Vous aussi d'ailleurs. Non. Donc ce genre de culotte, il y a plusieurs années, il y a très très longtemps. C'est la culotte, on fait. Donc, tous les enfants qui auront des grandes nattes comme ça tressées, ce ne sera pas les leurs, ils les trouvent. Donc, vous voyez différentes couleurs de cheveux, son densité. Mais quand vous êtes dans la salle où on était assis avant, on ne voit pas que c'est pas ses vrais cheveux à elle. Là vous avez aussi... Est-ce que ça vous a plu cette visite? Oui. Alors on va prendre quelqu'un comme ça, Isman. Qu'est-ce que t'as préféré? Viens parler dans le micro. Quand on était sur la salle. Sur la scène? Oui. On n'arrive pas à se concentrer si on parle tous. Oui, il y avait les photos. Où il y avait les photos dans les loges. Oui. Ça? Ok. D'accord, vas-y. Moi, j'ai préféré quand il y avait la salle. D'accord, et puis toi, Nelson? Moi, dans la salle. Moi, j'ai aimé quand on était assis, on regardait la scène. Alors par année, on accueille environ une septantaine de classes, donc beaucoup de milliers d'enfants. Et au fil des années, le nombre augmente, donc ça prouve que ça marche. Amenez-nous vos enfants à l'opéra. Cette semaine, Genève vit jusqu'au 17 mars au rythme du film international du droit humanitaire. D'ici la semaine prochaine, nous retrouverons des extraits et des interviews. Et pour rester en fait dans l'humanitaire, nous partons dans la série du CICR, nous partons tout droit au Liban.
Ces bombes, lâchées en bordure de Méditerranée, vont bouleverser l'été de milliers de Libanais. Le 12 juillet 2006, le Hezbollah capture 2 soldats israéliens. En l'espace de quelques heures, Israël lance de violentes attaques aériennes, terrestres et maritimes auxquelles le Hezbollah réplique, plongeant les populations civiles dans la détresse. 800 000 personnes se retrouvent sur les routes, fuyant dans la hâte les bombardements des villages du sud du Liban et les bastions du Hezbollah situés dans la banlieue sud de Beyrouth et ciblés par les tirs. C'est la panique. Nous n'avons pas de nourriture, pas de lait, nous n'avons rien. Personne ne prend soin de nous. Nous avons tous le cœur malade. Amassées dans les écoles et les jardins publics, les familles s'entraident. Les maigres réserves d'eau et de nourriture s'épuisent rapidement. Il y a peu de médicaments. Les bombardements s'intensifient et font des centaines de morts. Les gens sont coupés du monde. Nous ne savons pas où sont nos enfants ni nos femmes et nous ne voulons pas quitter notre terre. Je suis retourné voir ma maison, je l'ai trouvée complètement détruite. Malgré le blocus aérien et naval imposé par Israël, la Croix-Rouge libanaise et le Comité international de la Croix-Rouge négocient l'acheminement des secours par bateau et par la route. Mais la tâche est périlleuse. Le premier problème, c'est la sécurité pour le CICR lui-même et pour les personnes bénéficiaires pour accéder à cette assistance. Malgré le système de notification avec les 2 parties en conflit, on a rencontré pas mal d'incidents de sécurité jusqu'à présent. L'accessibilité pour les bénéficiaires à notre assistance est difficile puisque eux également, ils ont crainte de venir jusqu'à nous. L'urgence est d'évacuer les blessés vers les hôpitaux et d'apporter de la nourriture et des biens de première nécessité aux personnes abritées dans les écoles ou coincées chez elles dans les villages près de la frontière. Ce sont des milliers de rations de nourriture, d'outils de cuisine, de couvertures, de matelas et de trousses d'hygiène qui viendront soulager près d'un demi-million de personnes. Nous avons besoin de tout. Mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'être en sécurité. C'est d'être en vie. C'est ça qu'il y a de mieux. On a besoin de rester en vie. Arrêtez de bombarder. Les blessés affluent de tout le pays. Les hôpitaux sont bondés. Le personnel de santé a besoin de matériel chirurgical, mais aussi de médicaments pour les maladies chroniques, des vaccins et des équipements pour les banques de sang. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Les 2400 volontaires de la Croix-Rouge libanaise travaillent sans relâche. Ils évacuent plus de 400 corps et transportent au risque de leur vie près de 10 000 personnes blessées ou malades. Oui, nous courons beaucoup de risques. Quand nous conduisons, il y a trop de bombes autour de nos ambulances, mais cela ne nous empêchera pas de faire notre travail. Un volontaire a perdu la vie et des ambulances ont été touchées par des tirs. Mais le travail continue et au sud du fleuve Litani, 22 000 personnes sont prises au piège. Je veux améliorer l'accès le plus rapidement possible pour le CICR, pour les gens qui ont besoin d'assistance. Et je suis extrêmement préoccupé par les problèmes d'accès, notamment pour des gens blessés dans certains villages, n'est-ce pas? Là, vous allez passer à pied, là. Ah, ça, je verrai. Ça, je verrai. De toute façon, je vais passer. Vous allez passer ça, quelle que soit la forme. Hein. Un geste fort pour rappeler aux autorités israéliennes et au Hezbollah le respect des personnes civiles en temps de guerre et la fonction vitale de la mission humanitaire de la Croix-Rouge. Des sacs de farine portés à bout de bras vont enfin atteindre la boulangerie de Tyr. La destruction des routes et les combats incessants ont freiné les convois humanitaires. Il a fallu 8 jours pour que le premier convoi atteigne Tyr. Ici, tout venait à manquer. On a fermé à cause de la guerre. Au début, nous n'avions ni fioul, ni farine, ni sucre, ni levure, ni sel. Les produits de base manquaient. Alors nous avons fermé. Maintenant, on a eu du mazout par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et nous avons pu rouvrir. Le 14 août, dès le cessez-le-feu, les Libanais se sont empressés de revenir dans leur village et de découvrir les restes de leur vie passée. Le gouvernement libanais estime les dégâts à 3,6 milliards de dollars. Les infrastructures détruites, il n'y a ni eau ni électricité.
Au plus fort des combats, le CICR fournit près de 147 000 litres de fioul pour les stations d'eau et pour les hôpitaux, ainsi que 1 200 000 litres d'eau potable pour 25 000 personnes déplacées. 16 générateurs du CICR ont alimenté les centres médicaux ou les stations de pompage d'eau, comme à Sadikine, où la station principale produit à nouveau 4 000 mètres cubes d'eau par jour et approvisionne une centaine de villages au sud de Tyr et de Bint Jbail. 150 000 personnes ont retrouvé un accès vital à l'eau. Dans les maisons en ruine à Zebkin, tout est à refaire. Les responsables locaux évaluent les dégâts. Assad Bazi est l'un d'entre eux. Nous n'avons aucune idée de comment nous allons vivre dans les prochaines années. Parce que cela a mis 200 ans pour construire cette ville et en quelques jours, elle a été complètement détruite. Je ne comprends pas. Est-ce que nous allons devoir attendre encore 200 ans pour construire à nouveau notre ville? C'est trop long. Assad et sa famille vivent chez sa mère. Ils retrouvent un semblant de vie normale, même si le danger guette. Dans son champ d'olivier, Fayroz Barakat nous montre un reste d'obus. Comment voulez-vous que je cueille les olives avec ça? Selon les Nations Unies, plus d'1 million de sous-munitions non explosées jonchent le sol, contaminant les jardins, les champs et les ruines de villages entiers. Elles ont été larguées par des armes à dispersion et une grande quantité n'a pas explosé à l'impact. Aujourd'hui, ces sous-munitions menacent d'exploser, un vrai danger pour les civils. Il faut les désamorcer et nettoyer les sols. Pourtant, Fatia et sa mère, Asia, ne peuvent s'empêcher de retourner sur les ruines de leur maison. Quand je suis venue ici pour la première fois, j'ai pleuré. Après, quand j'ai regardé mes enfants, je me suis dit que si j'avais perdu l'un d'entre eux, j'aurais encore plus pleuré. La maison, on peut la reconstruire, c'est pas grave. Et dans les sorties cette semaine, nous retrouvons un tout nouveau Bourdouzic avec Cortez. Et la période des carnavals, c'est fini, mais nous, on fait encore la fête. Grâce à Télé Objectif Réussir qui nous ont gentiment prêté le carnaval de Fribourg de cette année. Et c'est ainsi que s'achève pour cette semaine Bourdeau News. À la semaine prochaine. Bonne fin de journée.